On attend un dernier intervenant de la table ronde. On va pouvoir commencer. Le but, c'est qu'il y ait plus de monde derrière la table que sur les chaises. Ah, c'est ça. Alors, donc le but, c'est que ce soit interactif le plus possible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en temps réel. Alors, on a senti pas mal de frustration pour les questions concernant l'éthique. C'est vrai que nous, c'est des questions qui font sens. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de cadre légal, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura jamais? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Et d'autre part, est-ce que le fait de... parce que dans les topos, beaucoup disent le receveur au singulier, mais finalement, c'est des thérapeutiques qu'on fait sur le donneur et qui a un impact sur, pas un receveur, mais tous les receveurs d'organes, que ce soit celui qui reçoit le poumon, ou, etc. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être resté comme ça? Est-ce que, justement, on a vu qu'il y a des divergences entre chercheurs, coordinateurs, donc c'est pour ça que... Question intéressante. Moi, je veux bien commencer à répondre. Les cadres éthiques, il n'y en avait pas du tout. Et au moment où M. Pinsard a essayé, fait le protocole Corticom, il n'a même pas eu le droit de randomiser ses patients. Donc, on n'avait pas le droit de faire du tout de recherche clinique randomisée chez les patients donneurs d'organes en encéphalie, ce qui était un vrai problème. Nous, dans le cas d'Iporem, on n'a pas du tout eu de problème avec le CPP. C'est passé en soins courants. Après, il y avait l'étude de Klaus-Niemann qui montrait qu'il n'y avait pas eu de problème d'ordre de faisabilité, qu'il n'y avait pas eu de dégâts en général sur l'ensemble des organes greffés. Donc, je pense que ça a favorisé. Mais il y avait un vide juridique qui est en train d'évoluer. Après, je pense que le cadre n'est pas encore complètement établi, mais il n'existe plus. Enfin, le vide juridique évolue. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça dépend même du CPP. La décision dépend même du CPP. Oui, mais c'est très important parce qu'il y a une évolution, puisqu'il y a eu des études en cluster où on randomisait par centre, comme pour Corticom dont tu parlais. C'est pareil pour Apnéria, une étude qu'on a menée avec Michel sur l'épreuve d'apnée, où on n'a pas pu randomiser par patient. Et là, il y a deux avancées importantes en France, illustrées sur ce topo-là, Cisarin et Iporem, où enfin, ça y est, on peut faire une étude randomisée sur du donneur décédé. Et ça, c'est majeur, parce que on peut concevoir tout ce qu'on veut. Le rat, le porc, on les sauve d'à peu près tout, hein, maintenant, on sait tout faire. Mais par contre, la transposition sur la vraie recherche translationnelle sur le patient, elle est compliquée, et elle était compliquée à cause de ça. Donc là, il y a des avancées qui sont en train d'être faites, et c'est majeur pour qu'on avance sur cette thématique-là. Et dans le cadre d'habitude, donc c'est vrai que moi je pense que c'est, désolé Jean-Michel, mais important d'informer la famille, comme dans le cadre de toute étude. Voilà. Je peux faire encore un commentaire. Je ne sais pas s'il y a des coordinateurs de greffe, et Olivier Bastien n'est pas là, mais il me semblait que lorsqu'on proposait, vérifier la non-opposition au refus auprès des familles, il y a dans la feuille de l'agence de biomédecine une case à cocher qui oblige donc à poser la question famille, c'est l'acceptation de la participation à un protocole de recherche. Nous, on ne se sert pas de feuilles préétablies, mais effectivement, dans le rationnel qu'on a décrit au CPB, c'est qu'on peut supposer que quelqu'un qui ne s'opposerait pas, qui ne s'opposerait pas au don d'organes ne s'opposerait pas non plus à faire un protocole qui viserait à améliorer le don d'organes. Ça non, pour le coup, non. Je vais me permettre de répondre. Donc, effectivement, lors du recueil de la non-opposition au don d'organes, les familles sont aussi sollicitées pour obtenir, pareil, la non-opposition à un protocole scientifique. C'est exact. Et d'ailleurs, dans l'interrogation du registre national du refus, il y a aussi un item à ce sujet. Néanmoins, certains protocoles qui sont présentés ici ne sont pas présentés en tant que protocole de recherche, mais en tant que soins courants. Oui, là, on joue un peu sur... On joue sur les mots. Enfin, c'est vrai que cette case, elle existe. Sur les mots et sur la législation elle aussi. Elle devrait être cochée systématiquement à partir du moment où on a informé les proches qu'il y aurait peut-être un protocole de recherche. Nous, on a participé à une étude de pharmacocinétique et surtout d'études génotypiques du cytochrome P450. Et donc, ce qui était important, c'est d'avoir de l'ADN du donneur.
Et puis, bien évidemment, ensuite, l'ADN du receveur. Comme je travaille en transplantation hépatique, c'était important qu'on ait l'ADN donc du foie. Évidemment qu'on peut prélever après la greffe. Et la question était de savoir à qui appartient le foie, parce que c'est un peu, je simplifie un petit peu, mais il nous a été demandé par la en paire opératoire, le foie, il y avait vraiment un problème dans le cadre juridique. Est-ce que c'est le foie, c'est sûr que c'est le foie d'un donneur, mais est-ce que c'est déjà le foie d'un receveur? Et en fait, il nous a été demandé de vérifier que cette case soit bien cochée. Et ensuite, une fois que le foie était reperfusé, on pouvait considérer que c'était le foie du receveur. Enfin, bon, mais là, c'était pas du soin courant pour le coup. Enfin, c'est pas du soin courant. Je vois pas très bien la différence. Oui. Il faut faire attention à la notion de soins courants. C'est soins courants dans la recherche. Hein, c'est de la recherche biomédicale et caractérisé soins courants. C'est de la recherche clinique. Hein, c'est pas du standard de soins. On n'est pas en train de s'occuper des malades. On fait de la recherche. Quand on fait ça, le cadre nosologique et le cadre juridique est celui de la recherche. J'ai l'impression que on glisse un peu sur la notion de soins courants. Il faut recadrer là. Après, moi, je pense qu'aussi, on doit l'honnêteté aux familles. On pourrait se retrouver dans une situation délicate où la famille apprendrait au détour d'un compte-rendu que le patient a été randomisé dans une étude, qu'il a reçu un placebo ou autre sans qu'on l'ait informé, même si sur le plan juridique, ce n'est pas nécessaire. Et je comprends bien que l'importance d'informer la famille au moment où on le fait ne change pas grand-chose. Je trouve qu'on doit la transparence à cette famille qui pourrait la prendre d'une autre manière détournée et ce ne serait pas tout à fait bien vu. Et je pense qu'il y a tout à fait des moments où on peut le faire à la famille en expliquant ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Moi, je pense qu'on doit la transparence aux familles. La non-opposition au prélèvement d'organes, de tissus et qu'on aborde les prélèvements à visée scientifique, nous, clairement, on le fait à chaque fois. Du coup, on a cet entretien avec les proches, on interroge le registre national des refus avec l'interrogation à visée scientifique et clairement, il y a très très peu de familles qui nous demandent ce qu'on va faire comme protocole de recherche. Ou ils acceptent ou ils refusent d'emblée, quoi. Voilà. Mais clairement, je pense que ces entretiens sont suffisamment longs et suffisamment compliqués et on en fait des fois 2, 3, 4 ou 5 pour réaborder et tout détailler tel ou tel protocole, quoi. Nous, on participe à plusieurs études avec l'INSERM, sur Paris. On fait rate et ganglion et ça pose aucun problème. Et les familles sont avisées et s'ils refusent le prélèvement à visée scientifique, voilà, on fera rien du tout. Mais clairement, ça pose pas de problème d'aborder ça dans la globalité, en fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et on interroge le registre dans ce sens-là, en fait. Bah, nous, on le fait systématiquement, en tout cas. On le fait systématiquement, ce qui laisse la porte ouverte après, même si les familles ressortent demandent des dossiers à distance. Tout à l'heure, vous avez parlé de valeur ajoutée en vous posant la question s'il y en avait une ou pas, en fait, d'informer les familles du donneur, par contre. Et en fait, sur le coup, c'est vrai que j'en voyais pas tellement. Et en fait, les familles de donneurs sont contentes quand, par exemple, le prélèvement va jusqu'au bout. C'est une vraie déception en général quand ils ont accepté le don et que ça s'arrête parce qu'il y a une raison d'opposition au prélèvement. Enfin. Et en fait, je pense que c'est un peu pareil pour participer à une étude de recherche clinique. En fait, je pense que c'est la même démarche. Je pense qu'ils sont contents quand tout peut servir, en fait. Et je pense que finalement, c'est assez important de leur en parler. C'est très possible ce que vous dites. Ça va peut-être dans le même sens que le prélèvement et l'intérêt que ça aille jusqu'au bout. Moi, mon point de vue était juste de dire, 1, je ne suis pas compétent pour ça. 2, à titre personnel, je ne vois pas la valeur ajoutée. 3, il y a des gens dont c'est le métier. Il y a des comités d'éthique dans toutes les sociétés savantes. Moi, j'ai des copains qui sont chefs de service et qui ont des thèses d'université en éthique. Et je pense que c'est à eux à se positionner là-dessus. Moi, en tant que docteur, pas en tant qu'universitaire, en tant que docteur, je ne le vois pas. Mais à la limite, on s'en fout de mon avis de docteur. Si des gens qui réfléchissent là-dessus disent il faut faire ça parce que c'est mieux ou il ne faut pas le faire parce que c'est moins bien, moi je pense que je suivrai ce que disent les professionnels de la profession, comme disait Godard. C'est vrai qu'on aurait dû inviter un anthropologue et un juriste à la table ronde. Tu as Fabrice Michel à Marseille qui est anesthésiste réanimateur en réapède et qui a une thèse d'université en éthique et qui fait ça très très bien. Pour la prochaine journée. Peut-être que la solution, c'est dans la temporalité de cette information. L'histoire du consentement, finalement, a été écartée parce qu'on est dans le soin courant et donc prévaut la non-opposition au prélèvement scientifique.
Mais à ce moment-là, en pré-don, dans l'entretien de recherche de la non-opposition, c'est peut-être pas, comme le disait France, le bon moment, parce qu'on a déjà noyé les proches d'énormément d'informations. En revanche, en post-don, il est quand même assez régulier d'avoir un nouvel entretien avec les proches, en tout cas pour ceux qui sont demandeurs, pour avoir des nouvelles de la manière dont s'est passé le prélèvement, les organes prélevés et donc greffés, et éventuellement l'état des greffons si c'est un peu plus tardivement. C'est peut-être là le bon moment de les informer et de dire que, attendu qu'il n'y avait pas d'opposition au prélèvement à visée scientifique, telle et telle études ont pu être possibles aussi chez le donneur. Et c'est peut-être un facteur d'apaisement, effectivement, pour les proches, même si les greffes n'ont pas pu avoir lieu. Je pense que cette temporalité est importante. Une simple information peut être faite a posteriori, et c'est quand même probablement moins traumatisant et confondant aussi. Je peux faire juste un commentaire ? Je pense qu'on a la même réflexion quand on fait de la recherche clinique, en se disant il faut qu'on leur dise ce qu'est devenu l'étude, sauf qu'il faut 2-3 ans pour avoir les résultats, donc on ne le fait jamais. Donc ça, c'est une bonne intention, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit... Parce que ce qui rendrait service, c'est de dire, à mon sens, c'est toujours pareil, c'est de dire il a participé à telle étude et ça a permis de montrer ça qui va améliorer. Mais on est à 3 ans, à 4 ans pour faire ça. Donc je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas en train de se mettre des couches de pseudo-bonnes intentions. Est-ce que c'est quand même pas mieux de faire la recherche sur l'hypothermie, sur la ventilation, sur tout ça, plutôt que de rester sur des dogmes en disant il faut faire ça parce que j'ai appris qu'on faisait ça et c'est mieux. On sauve les malades en faisant de la recherche. Et ça me semble plus important. Même si c'est passionnant de discuter d'éthique, ce qui est important, c'est de faire des protocoles et de progresser. Il y a une question là-bas. Bonjour, merci à tous pour toute la conférence cet après-midi. Pour revenir à la question éthique, alors moi je cherche l'article depuis tout à l'heure, je suis un peu embêtée parce que moi on m'avait dit début 2017 qu'il y avait sur les nouveautés de la loi Jardé une part pour le donneur d'organes. J'arrive pas à retrouver l'article, pourtant je l'avais. Parce que personnellement, je voulais mettre en place un protocole. On m'a dit non, mais le protocole, il faut un CPP, ça va prendre du temps, tu n'auras jamais le temps de faire ton truc. Donc on a pris un protocole de service, quelque chose qui avait déjà été validé, pour ne pas avoir à le revalider. Tout à l'heure, vous avez dit que le CPP, ça ne rentrait pas dans le cadre du donneur d'organes. Alors je vous avoue que là tout de suite, je n'ai pas tout saisi. Ce qui est sorti en 2016 concernant le donneur d'organes, ça consiste en quoi au niveau des études? Ça nous limite à quoi et quelles sont les démarches à faire? Et où persiste du coup le vide juridique? Je ne suis pas très forte là-dedans. Mais peut-être Thomas pourra dire mieux, parce qu'il fait partie de l'équipe de M. Pinsard. Mais... En fait, ça dépend de la posture du CPP. Comme il n'y a pas de choses très codifiées, soit ils vont jouer la précaution. La réponse à votre question, en fait, c'est qu'il n'y a pas écrit on peut faire telle ou telle chose. Il n'y a pas de cadre avec des choses bien listées en disant on a le droit de faire ça. Parce que, par exemple, on a 2 études randomisées qui n'ont pas eu tout le même objet. Il y a une étude où on injecte un médicament, entre guillemets, et il y a une étude où, au final, quand on reprend les pratiques, il pourrait, dans son courant, c'est pas très choquant. Il y a un certain nombre de patients qui, de toute façon, sont en hypothermie quand ils arrivent au bloc opératoire. Donc dire « Ah non, vous vous rendez compte, on met des freins éthiques à ça », ça n'a aucun sens. Donc, il n'y a pas de... C'est très dépendant, c'est très CPP dépendant. Et autant il y a eu une tendance à des postures très arc-boutées, qu'a connu Michel lorsqu'il a proposé corticome, qu'il a proposé apnéréa, où c'était niet, il n'y avait même pas de discussion possible, parce que les responsables des CPP étaient « Ah non, attention, c'est touchy, c'est sur du patient décédé à des choses comme on voit sur Hyporem et Cisarin, ou au contraire, c'est pas un patient qui est décédé. Donc il n'y a pas de frein, on n'est pas dans la recherche clinique au sens sur un patient à qui on doit rendre des comptes sur la recherche qu'on a faite. Mais comme c'est une chaîne, on reste sur le côté scientifique dur, c'est une chaîne, il y a des receveurs derrière. C'est pour ça que l'information doit être sur l'ensemble de la filière. Mais faire de la recherche dessus, à mon avis, pour l'instant, ça reste très CPP dépendant. On est dans les prémices de quelque chose qui bouge, mais on est encore dans les prémices. Donc c'est pas simple. Dire que c'est réglé, à mon avis, c'est faux. Du coup, la loi de 2016, elle précise quoi exactement? Parce que c'est à la fois, il faut faire attention, on ne fait pas n'importe quoi sur un donneur d'organes, mais on ne nous dit pas ce qu'on fait. Bah oui. Et donc, du coup, on fait ce qu'on veut en fonction non, du CPP. Non, c'est que tu proposais l'étude et le CPP tranche. D'accord. Merci beaucoup.
Et donc j'ai cru comprendre que sur les premières propositions de vos protocoles en CPP, vous avez essuyé, en tout cas pour si c'est un refus. En pratique, quels étaient vraiment les motifs de refus concrets? Le premier refus est venu du vide. Globalement, ça a été, mais plus qu'on ne comprend pas, plus qu'on n'a pas de texte, c'est qu'il faut dire non. Il ne faut pas, c'est mal. Et c'est un peu ça. Et on s'en est sorti parce que c'était avant que les CPP soient un tirage au sort national. Là, l'avantage, moi, c'était dans le bâtiment d'à côté, et je suis allé dans le bâtiment d'à côté discuter. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire, ce serait beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on a quand même un peu plus de taux de refus. Indépendamment de ça, depuis que la pioche est aléatoire au niveau national, il y a un petit peu moins de passage au premier coup dans les CPV. C'est le vide qui a créé ça, et c'est peut-être la façon un peu abrupte dont ça a été présenté initialement. Quand on est dans quelque chose qui n'est pas clair comme ça, qu'on ne connaît pas, je crois qu'il faut y aller progressivement et discuter et écouter. Et probablement que ça n'a pas été fait suffisamment de façon ouverte, entre guillemets. Mais je ne sais pas, tu n'as peut-être pas la même expérience, puisque c'est passé sans problème. Moi, je suis pas passée au même CPP, et du coup, avec les justifications, il n'y a pas eu de problème. Voilà. En tout cas, c'est bien, hein, ça permet de lancer la recherche sur le donneur en France, hein, c'est vraiment extrêmement intéressant. En pratique, du coup, je ne sais pas s'il y a une réunion qui est prévue avec l'agence, les autorités pour vraiment acter justement un statut juridique là-dessus. Quelque chose qui est prévu ou on va rester dans le flou et ce sera au bon vouloir de... Vive la jeunesse. Quelques années de plus, et ça fait quand même quelques années qu'on parle de ça. C'est bien que vous en parliez de ce sujet, mais ça n'avance pas beaucoup, parce que c'est extrêmement difficile, et d'ailleurs c'était le sujet de l'interface l'an dernier, et il ne se passait rien. Alors moi, de manière extrêmement pragmatique, ma réflexion va plutôt sur le coup d'après. C'est-à-dire, et je pense que l'évolution des techniques de préservation vont nous permettre des choses que ne nous permettaient pas, et d'envisager des interventions sur les organes plutôt que sur le donneur. Ça a des inconvénients, c'est qu'on arrive plus tard dans la chaîne de l'ischémie-reperfusion. Ça a des avantages, c'est-à-dire qu'un traitement rare est peut-être bien pour un organe et peut-être pas bien pour l'autre. Alors ça nécessite, alors c'est pas simple non plus, parce qu'on est un peu affranchi du donneur, mais pas du receveur. Et au moment où on prend ces décisions, le receveur, souvent, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est les problèmes qu'on a eu quand on a testé les modes live en safety. Là. Par exemple, on fait une information à nos receveurs. Pour la petite histoire d'ailleurs, j'avais une patiente sur ma liste d'attente qui hésitait, elle ne savait pas si elle voulait être transplantée. Elle était inscrite, mais un peu hésitante. Et quand elle a reçu la lettre, elle a dit « j'y vais, c'est super votre truc ». Ça l'a poussée vers la transplantation. Donc c'est un peu plus facile. Alors bien sûr, tant qu'on est en statique à 4 degrés, il ne faut pas espérer faire quoi que ce soit. Mais si on doit évoluer vers la perfusion normothermique, je pense que ça nous ouvre des horizons qu'on n'avait pas avant. Alors c'est une façon un peu biaisée de tourner le problème, mais les problèmes philosophiques et éthiques sont tels avec le donneur que voilà, c'est le côté un peu flemmard qui va comme l'eau là où c'est facile, quoi, ou moins difficile. Essayer d'anticiper justement toutes les problématiques qu'on va avoir avec la normothermie, tout ce qu'on va pouvoir faire en recherche, et essayer de faire un comité d'experts avec l'ABM, avec la SFT, avec la SFAR, avec qui veut, qui peut, quelques philosophes, pour essayer de mettre une identité, définir qu'est-ce qu'est l'organe après le prélèvement, à qui il appartient. C'est quelque chose dont on entend parler, personne n'a la réponse, et peut-être qu'il y a un moment, il va falloir se positionner et définir exactement. Bien sûr, tu as complètement raison. Alors l'élément nouveau, c'est que depuis hier, la Société française de médecine, que je ne me gourre pas, Didier et moi, société SFM, POT, prélèvement d'organes et tissus, donc qui représente les coordinateurs. Ça fait longtemps qu'on travaillait à ça avec Julien, a émis clairement la volonté de s'intégrer à la SFT. Donc ça, je te rapporte ça, c'est le CA d'hier, donc toi c'est pas vieux, c'est tout frais.
ne mettez pas vos mains, c'est pas encore sec. Mais l'idée, c'est que cette société garde son identité, c'est très important. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on modifie les statuts de la SFT, mais ça c'est un détail, comme on l'avait fait pour créer la SFT Junior et autres. Et effectivement, qu'on se mette à travailler, on se disait que c'était un bon moyen de rebooster la commission prélèvement, que j'avais animée pendant un certain temps et qui s'était focalisée sur l'organisation chirurgicale du prélèvement et la formation. Bon, ça tourne à peu près. Maintenant, il faut passer à d'autres sujets. Et les sujets que tu évoques là sont bien sûr des sujets absolument majeurs qu'il faut qu'on traite tous ensemble, bien sûr. Donc je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion et qu'on intègre les nouvelles mesures de préservation pour essayer de faire avancer le dossier. Bonjour, merci. J'ai une petite question au niveau de toutes ces discussions éthiques. Est-ce qu'on a des discussions dans des commissions internationales avec nos voisins de la France, notamment la Belgique, qui sont très en avance sur d'autres façons de pratiquer, notamment qui pratiquent le don d'organes sur des personnes en Maastricht 5, sur l'euthanasie, et qui vont même jusqu'à faire du don avant l'euthanasie. Est-ce qu'on a des discussions du coup avec ces différents intervenants pour nous aider, nous, dans notre réflexion au niveau national ou pas du tout? Une question pour Julien, ça. Oui, il y a à la Société européenne de transplantation, il y a une section qui s'appelle l'EDCO, qui est une section dédiée à la coordination des prélèvements d'organes. Il y a eu un congrès en mai à Munich le mois dernier, et ça permet d'avoir le retour des autres pays. Je pense que la France n'a pas du tout à avoir honte de son activité, n'a pas à avoir honte de la façon éthique dont elle gère les choses. Je pense qu'effectivement, les pays comme plutôt la Hollande et effectivement un peu la Belgique ont une façon un petit peu différente de voir le don d'organes, un peu plus utilitariste. Je pense que les discussions qu'on avait eues à l'agence de biomédecine pour le Maastricht 3 ont montré que sur le plan éthique, on n'était pas au même niveau. On avait des volontés et des souhaits qui étaient différents, qui expliquent les choix différents qui ont été faits dans le cadre de l'application du Maastricht 3 en France. Mais oui, effectivement, c'est intéressant de voir ce que font d'autres pays, ce que fait la Chine, ce que font d'autres pays comme ça. Non, c'est très intéressant. Il y a du bon à prendre, il y a du moins bon. Ils ont des expériences personnelles. Oui, en allant dans les congrès européens, internationaux, ouais, on peut écouter ce qu'ils font. Voilà, après, à nous de trier, mais je pense que la France, je ne sais pas ce qu'en pense Benoît et les gens dans la salle, je pense que l'expérience de la France est intéressante et on n'a pas du tout à rougir et on n'est pas si en retard que ça. On avance avec notre histoire, notre éthique, la façon dont on gère la fin de vie en France. On a une loi quand même, la loi Leonetti et la loi Claes-Leonetti ne sont pas si anciennes que ça, hein. Alors que la Hollande, ils ont statué sur l'euthanasie depuis très longtemps. Donc effectivement, il y a des choses qui avancent et on n'a pas du tout la même relation avec la mort. Hein, l'Espagne aussi, hein, pareil, ils ont des taux de refus qui sont très faibles parce qu'ils ont une relation avec la mort aussi qui est différente. Donc oui, c'est toujours très instructif. Moi, j'ai pas trouvé, je me suis pas dit, tiens, il faut qu'on fasse ça en France demain. Je pense qu'on avance à notre rythme, mais c'est effectivement très intéressant de voir ce que font les autres pays. D'autres questions sur les questions éthiques? Moi, juste une remarque sur la question éthique. On avait demandé, au cours de la révision des lois de bioéthique, on aurait bien aimé qu'on puisse interroger le registre national des refus avant le décès, notamment parce qu'on sait que les démarches Maastricht 3 vont se développer de plus en plus en France et qu'on a ce problème de fait de la loi. On ne peut pas interroger le registre national des refus tant que le décès n'est pas déclaré. Certains pays peuvent le faire avant. On avait demandé à ce que ça bouge, probablement que ça ne bougera pas. Mais il faut savoir qu'en Hollande, par exemple, ils interrogent le registre des refus quand ils veulent. Et en Hollande, ils ont un registre où il y a tout marqué dedans. Vous pouvez vous inscrire pour le don, contre le don. Vous pouvez décider que c'est votre femme qui décide pour vous, et vous pouvez décider que c'est votre famille qui décide pour vous. Donc tout est marqué dans la loi en Hollande. Donc voilà, on progresse. Effectivement, on aurait bien aimé que la France bouge un peu, mais je pense que ça ne va pas bouger. Ok, bon alors donc on va changer un tout petit peu de thématique. Moi, je voulais poser une question sur les timings. Et notamment le timing entre la déclaration de l'état de mort encéphalique et le prélèvement. Comme on a pu le voir tout à l'heure, finalement, en allongeant un petit peu ce temps, on peut espérer prélever plus d'organes chez le même donneur et donc avoir votre avis sur, nous en France, nos délais. Est-ce qu'on va trop vite au bloc, pas assez vite? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais juste... Effectivement, j'ai montré une diapositive avec beaucoup de ça se fait pas en français, hein, mais beaucoup de guillemets. C'est vrai que l'impression qu'on a, c'est quand on va vite au bloc, on en prélève moins. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse non plus, de retarder volontairement une entrée au bloc où on risquerait de perdre un donneur. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans cette... Mon message était,
le temps qu'on a, il faut l'utiliser et le mettre à profit. Après, je ne sais pas quel est le timing pour chaque organe, et probablement que le timing est différent par organe, et peut-être que les machines à perfuser sont un moyen de régler ce problème-là. Je rebondirai là-dessus en disant qu'en fait, à mon avis, l'idée, on est sur la médecine personnalisée, c'est-à-dire concernant le don d'organes, et le donneur de 18 ans qui n'a aucun antécédent, qui malheureusement s'est fracassé le crâne sur un AVP et qui n'a que ça, entre guillemets, il ne va rien se passer. Il va y avoir des bons organes et il ne va pas y avoir de problème particulier. Par contre, les donneurs les plus fragiles vont nécessiter des soins de réanimation un peu plus poussés, et peut-être que le timing, le délai pour aller au bloc, la prise en charge qu'on va faire en réanimation, la prise en charge de l'organe une fois prélevé, de sa conservation, et ce qu'on va faire en termes de... plus nos collègues transplanteurs qui vont pouvoir répondre à ça, mais l'adéquation entre l'histoire de l'organe, entre guillemets, au sens large, et le receveur, c'est tout ça qui va faire qu'on va avoir des bons résultats. Donc le timing du bloc opératoire correspond, à mon avis, surtout doit être pondéré par qu'est-ce qui est nécessaire de faire et l'histoire globale de ce donneur et de ses organes. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, entre guillemets, à mon avis. Moi, j'avais une question. Est-ce que ça, parce que là, les délais étaient quand même relativement longs entre le diagnostic de mort encéphalique et le passage au bloc opératoire. Est-ce que c'est pas lié aux critères de diagnostic de mort encéphalique pour les Américains? Et est-ce que ces deux centres-là n'utilisent pas les critères français où la disparition de l'activité du bulbe est quand même dans la définition, et une des définitions cliniques les plus strictes, on va dire, de différents pays modernes. Dans le papier que j'ai présenté, les délais, ils les décrivent comme des raisons organisationnelles au sens large. Ils ne détaillent pas pourquoi certains vont au bloc après, certains vont au bloc avant. Non, c'était pas ça, c'était sur les critères de mort encéphalique, parce que tu vois, une mort encéphalique où tu as bien constaté l'arrêt de la ventilation, la disparition de la régulation hémodynamique et compagnie, c'est pas la même chose que une douzaine d'heures avant où tu vas encore pouvoir faire des choses et tout ça. Est-ce qu'il y a peut-être une différence aussi qui tient à cette... Sûrement, il y a le moment du diagnostic. Les papiers prennent le moment du diagnostic, mais on sait bien que la mort encéphalique, c'est rarement un moment, c'est un processus complet qui finit à la fin par une destruction cérébrale irréversible. Donc il y a sûrement un timing flou. Ce que je trouve intéressant dans ces papiers-là, c'est à mon avis l'explication pour lesquelles en Amérique du Nord, ils croient beaucoup à la supplémentation en plein de choses, des hormones thyroïdiennes, des machins, parce que probablement que quand vous gérez un donneur pendant 65 heures, je pense que c'est pas la même chose que nous en 10 heures. Et peut-être que du coup, le fait que les hormones thyroïdiennes, ils y croient beaucoup, ben c'est peut-être ça. Peut-être que ces donneurs-là, ça fait 65 heures qu'ils rament. Peut-être qu'il y a un bénéfice, peut-être que juste cosmétique, mais il y a peut-être un bénéfice au moins hémodynamique à mettre des hormones thyroïdiennes. Puis je voulais ajouter aussi qu'il y a, bon, certes, il y a des moyennes, il y a des médianes, et puis après, il y a les prises en charge plus adaptées à chaque donneur. Et donc nous réalisons la régulation, la qualification des organes, et il y a une évaluation pour chaque donneur avec parfois on se donne 12 heures parce qu'on n'a pas tous les éléments en termes d'antécédents, et puis voilà, en se laissant parfois du temps pour poursuivre la réanimation, pour essayer d'optimiser la réanimation du donneur. Oui, Liliane Joseph, je voulais juste, coordinatrice des prélèvements, je voulais faire rebondir par rapport à la question des délais, parce qu'il est vrai que certaines familles, parfois, nous trouvent que les délais sont trop longs et ils veulent qu'on arrête tout. Donc je pense qu'il y a une information aussi à faire aux familles par rapport au fait que, quel est le délai qui peut être acceptable pour eux, parce que c'est vrai que ça pose question. En tant que coordinateur, c'est une réalité, puisque on s'engage, l'équipe de coordination, elle s'engage avec la famille sur la fin de vie globalement émaillée par le don d'organes. Et donc ça arrive que le don soit accepté, mais en disant, comme on a une activité régionale, en disant voilà, on accepte le don, mais il faut qu'à midi demain, le corps nous soit restitué près de ses proches. Donc on reste quand même dans une démarche d'accompagner une fin de vie, une famille dans une fin de vie. Donc c'est une pondération de tout ça. On reste dans l'objectif rapporté
du donneur, puisqu'au final, soit il a exprimé, soit on a sondé la famille sur le fait qu'il était ou elle était prêt à donner. Donc on respecte sa volonté avec le don d'organes. Et en même temps, le respect des proches et de l'initiation de leur deuil. Donc c'est pas simple, pour ça tout le monde, ceux qui font la relation le savent, mais c'est une pondération entre tout ça. Il ne faut pas rester complètement mécanistique en disant, j'aime bien ça, mais il ne faut pas rester entièrement mécanistique en disant, voilà, on va arriver à... C'est une pondération entre tout ça. Oui, je pense surtout qu'il faut informer les familles en amont et leur dire que finalement, que ça prendrait un petit peu de temps et qu'on leur dira les choses au fil de l'eau. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines familles, par exemple, lorsque le patient est en train de passer en mort encéphalique, il y a certaines familles qui disent si ça dure encore 24 heures, c'est fini, vous arrêtez tout. Donc voilà. Et en termes d'ischémie-reperfusion, on soumet ces organes, plus on attend et plus on les soumet à l'orage cytokinique. Il y a quand même une fâcheuse tendance à les transformer en bombes inflammatoires, ce qui n'est pas bon. Et c'est la rapidité de soustraction après cet orage cytokinique entre les DDAC et les DDME explique probablement, sur le long terme, en vrai en tout cas, que la représentativité de fonction n'a pas le même impact délétère sur le long terme sur les DDAC, alors qu'il est clairement établi sur les DDME. Donc indépendamment du problème d'organisation sur lequel moi j'ai pas mon mot à dire, en termes d'ischémie-reperfusion, plus ça va vite et mieux c'est. D'autres questions? Donc après, moi j'avais une autre question qui se porte sur le Maastricht 3, qui est quand on fait du préconditionnement chez le Maastricht 3, finalement, à quel moment on peut commencer à intervenir? Est-ce qu'on peut commencer à avoir une intervention thérapeutique, chimique ou physique avant l'arrêt cardiaque, sachant qu'on a déjà lancé le processus de limitation de soins et l'accord de la famille, ou après l'arrêt cardiaque? Ça dépend dans quel pays. Tu peux nous faire une 3 euthanasie pendant que tu y es, non? Un petit peu plus compliqué. Non, mais c'est une question en France. Il y a une... Alors, il n'y a pas de bonne réponse, mais on est dans une démarche de... La LATA est posée, donc on sait que la décision, ça c'est important sur le M3, que la décision du fait qu'on soit une impasse thérapeutique en réanimation est posée. Donc il n'y a plus question en dehors de gérer ses souffrances potentielles, pas de traitement à faire aux patients. Après, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, il est dans une démarche de don, dans une démarche où on veut que les organes fonctionnent, parce qu'on est un peu sur les mêmes débats qu'il peut y avoir sur les Maastricht 5 dans le cadre de l'euthanasie, où les patients qui souhaitent qu'on mette fin à leur jour pour les raisons qui leur sont propres et qui veulent donner les organes dans les meilleures conditions possibles, il y a des discussions sur le fait, que la collègue l'a souligné tout à l'heure, sur le fait de faire du don quasi vivant dans cette thématique-là. Dans l'idée d'avoir, ok, je vais mourir, c'est ma volonté, je veux que mes organes servent et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Donc, on n'y est pas prêt éthiquement, mais on peut se poser la question, est-ce que des thérapeutiques montrant un effet sur la qualité des organes en post-prélèvement peuvent être initiées chez le donneur Maastricht 3 avant que le cœur s'arrête? C'est pas, j'ai pas de réponse à ça. Ça, c'est pas, que le disait M. Constantin, c'est pas vraiment l'affaire d'un... On peut participer au débat, mais ça n'engage pas que nous dans cette discussion-là. Mais néanmoins, c'est pas fondamentalement exclu, puisqu'on respecte encore une fois la volonté du patient dans ce cadre-là. Pour l'instant, pour le Maastricht 3, le guide des recommandations du comité de pilotage de l'agence, c'est la seule chose qu'on peut faire en dehors des soins de fin de vie, c'est de l'héparine quand la pression artérielle descend. C'est la seule chose qu'on peut faire. Après, on ne fait rien avant le décès. Pour l'instant, c'est marqué dans le guide. Après, les choses évolueront probablement. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'on peut faire. Juste avant de répondre à ça, d'apporter une pierre là-dessus, un commentaire, ce que j'ai trouvé génial dans le topo de Julien, parce qu'il faut être pragmatique, on ne choisit pas le moment du prélèvement, c'est la disponibilité du bloc, c'est la disponibilité des équipes, et où on sait qu'encore, pour des manques d'éducation, ça passe à la fin, ça passe après la perte trochanterienne, on fera le prélèvement après. Donc je crois que ce qui était majeur dans ton topo, c'est de dire réanimez correctement, servez-vous de ce temps-là, et ça peut même améliorer les choses. Ça, c'est génial. Pour le Maastricht 3, il y a quand même tout un tas de trucs qu'on peut faire en termes de pré-conditioning, c'est des halogénés.
Et on peut faire de la sédation en réanimation avec des halogénés, ce qui a un impact direct sur le poumon et sur la clarence alvéolaire. On commence à avoir vraiment des pistes. Mais probablement que sur le préconditionnement, enfin, il y a des tonnes de données faites en chirurgie cardiaque. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas sur la transplantation. Donc, ceux qui font de la recherche là-dedans, il faut y aller. Là, il y a une porte qui est ouverte et il y a plein de choses à faire. Oui, effectivement, c'est très intéressant. Scotché. Michael, scotché. Non. Oui. Ouais, mais C'est du soin. Tu peux randomiser propofol versus halogéné. C'est ça. C'est sur la fin de vie. C'est soins palliatifs, mais non, sans courant. Complètement. Tout à fait. Donner vie. Mais je ne vois pas en quoi ça bloquerait. Au contraire, justement, ce serait mieux. Une petite question qui sort peut-être un tout petit peu de la recherche, mais qui, je pense, est relativement importante pour nous, néphrologues, et les autres spécialistes d'organes. Quand un organe est finalement refusé après tout le process, comment ça se passe pour la coordination, pour la famille, pour le réanimateur qui s'est occupé du patient, qui l'a tenu, qui l'a amené jusqu'au processus de don, et que finalement sur les évaluations, on finit par dire maintenant ça nous semble pas être un bon candidat pour donner. Comment ça se passe pour vous dans votre vie de tous les jours avec les familles, avec les soignants d'une manière générale et pour les coordinateurs? Non, avant le prélèvement ou même après quand c'est déjà prélevé, finalement c'est pas le job, il a été fait jusqu'au bout, on a tout fait pour le faire, et je pense que là il n'y a personne qui peut s'en vouloir, mais des fois quand on est la dernière personne à dire non, je pense qu'il faut arrêter, des fois je me dis qu'est-ce qui se passe dans la tête du réanimateur là-bas? Est-ce que ça l'emmerde que je dise non? Nous, quand on fait les entretiens conjointement avec les équipes de coordination, quand on rencontre les familles, on fait à différents moments pour annoncer la gravité, puis après qu'on pense qu'il y a peut-être passé en mort cérébrale, puis après qu'il y a passé en mort cérébrale, les familles partent sur le projet de don d'organes, on les prévient que le projet ne peut ne pas aboutir. On fait ça tout en douceur, bien sûr, et qu'il ne faut pas qu'ils soient déçus, que c'est comme ça, que des fois on donne tout et ça ne suffit pas. Et d'emblée, on les prévient. Donc, personnellement, il ne se passe pas grand-chose après. Je veux dire, c'est triste si on n'arrive pas au projet, mais ils sont informés et si ça ne va pas jusqu'au bout, ils rediscutent avec l'équipe de coordination qui prennent le relais dans ces cas-là. C'est tout le rôle de l'accompagnement de la famille par la coordination et par l'équipe soignante de réanimation d'avoir anticipé ça. Même pour l'équipe de réanimation, c'est comme tu l'as dit, c'est décevant, on n'arrive pas. Mais on est tous au courant qu'une démarche peut s'arrêter. Et c'est vraiment le rôle de la coordination d'accompagner la famille le mieux possible pour qu'elle entende ça a priori. Après, il y a des organes où on a parfois des petits doutes en se disant « Oula, celui-là, on n'est pas trop sûr ». Mais de toute façon, l'accompagnement de la famille, mais aussi de l'équipe, et tu as tout à fait raison, de l'infirmière, de l'aide-soignante qui était là, qui a vu qu'on s'est beaucoup investi. Oui, mais c'est prévu a priori. C'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus, parce que voilà, on a une augmentation de l'âge des donneurs qu'on observe. On a un bilan de prélevabilité et c'est vrai que parfois, on est dans une démarche de don d'organes et finalement, à l'issue du bilan de prélevabilité, on se rend compte qu'on n'est pas en position de pouvoir faire des prélèvements. Donc voilà, c'est une situation qui n'est pas rare. D'où l'importance d'évoquer cette possibilité d'emblée, dès le début de la prise en charge. Donc j'ai encadré une thèse là-dessus, Louise Alechinsky dans mon service a fait ça. Sur l'année 2000, en rein, sur l'année 2012, c'était 8,5 des reins prélevés, non greffés. Alors là, on est dans le cadre initial de ta question, du rein qui est prélevé. Alors la première réflexe que tu dois avoir, c'est d'envoyer le rein dans la pâte. C'est pas fait tout le temps. Dans de bonnes conditions, parce que bien sûr, une des questions, c'est la traçabilité qui doit être complète, et puis réessayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi. Et on s'est aperçu quand même que dans ces reins, on a repris tous les dossiers de 2012. Alors, dans certains cas, c'est un peu difficile de reprendre rétrospectivement et plus facile, mais assez schématiquement, on a repris, on pense que quasiment la moitié des reins étaient en fait transplantables.
Donc ça, cette analyse-là, elle doit être faisable en permanence, elle doit être faisable de façon extemporanée, parce qu'à un moment où on manque d'organes, il faut absolument qu'on se pose la question. Alors, ça devrait déboucher sur des process qui n'ont pas été mis en place encore. Donc voilà encore un sujet dont la SFT Junior peut s'emparer pour essayer de booster un peu. Par exemple, notamment, c'est pas un seul chirurgien qui décide que c'est pas transplantable, par exemple. Hein. Alors voilà. Et puis il faut qu'on ait vraiment une traçabilité maximale, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on n'a pas pu décider parce qu'on n'avait juste pas les infos. Donc voilà. Alors bien sûr, ça peut arriver. Il y a un tiers des reins où c'est sûr qu'il fallait pas les greffer. Un tiers, c'est un peu plus flou. Un tiers, moi, je suis sûr qu'on pouvait les greffer. Et je rebondirai là-dessus aussi en disant qu'on manque d'outils aussi. C'est qu'en transplantation, l'évaluation, la qualification de l'organe, entre guillemets, c'est un peu cheap. Hein. Et il y a beaucoup de choses où c'est basé sur l'expérience de l'équipe. Mais l'expérience de l'équipe, dans les équipes de chirurgie déjà débordées, quand c'est le chef de clinique qui va prélever, l'expérience, il n'en a pas. Il appelle son patron au téléphone en disant bon, je le sens moyen. Mais oui, mais voilà, non, mais la vraie vie, c'est ça, c'est qu'on manque d'outils aussi pour qualifier les organes, à mon avis, correctement. C'est qu'il y a deux zones évidentes, hein. C'est sûrement pas, d'autres, c'est sûr, on fonce, et toute la zone de gris au milieu, bah, c'est très équipe dépendant, très expérience dépendant, et on manque d'objectivité, en fait. Et ça ne m'étonne pas les résultats dont parle Benoît, c'est évident, et je pense que sur les autres organes, c'est pareil. Je voulais juste revenir sur la question de l'information famille. Je pense que ce qui est important d'anticiper avec les familles, c'est qu'on leur dit que dans l'évaluation, il y a plusieurs étapes. Et il y a une dernière étape qui est l'évaluation au bloc opératoire, puisque les greffons peuvent être mis sous machine. Et ça, c'est quelque chose que les familles intègrent et quelque chose qu'il est possible de leur dire. Puisqu'à la base, ta question était il faut prendre quand même soin des réanimateurs qui font le job et qui sont... pour diminuer le stress post-traumatique des réanimateurs, ce qui serait bien, c'est que ces organes qui sont prélevés, non transplantés, parce qu'il y a le dernier avis qui bloque, on puisse les utiliser. Il y a un modèle de poumon perfusé, ventilé, qui marche super bien à San Francisco, à Nashville, et il ne marche pas en France parce qu'on n'arrive pas à avoir les organes. Donc si on pouvait, puisqu'il y a une réflexion qui est faite notamment par les jeunes, récupérer ces organes qui sont prélevés, non transplantés pour la recherche et pour sauver les autres. Ah oui, c'est pour la recherche. Hein. Ce serait vachement bien, ça remonterait le moral des réanimateurs, je pense. C'est vrai. Et des transplanteurs aussi, parce qu'en préservation d'organes, c'est pareil. C'est l'ensemble des équipes, finalement. Oui, mais il était attristé par les réanimateurs. Quand les néphrologues sont attristés par les réanimateurs, c'est pas tous les jours, il faut en profiter. Alors, je vais rebondir sur cette remarque par rapport aux anesthésistes réanimateurs, parce qu'on a la chance d'avoir une table ronde riche en réanimateurs et anesthésistes réanimateurs. On a vu que les guidelines, c'est beaucoup d'objectifs, des goal directed therapy, à défaut d'être early, et du coup on est en plein switch sur la réanimation d'organes un peu spécifiques, que ça soit in vivo ou ex vivo du patient. Mais du coup, à terme, est-ce que vous pensez qui va s'occuper de chaque organe? Est-ce que c'est le réanimateur? Est-ce que c'est les spécialistes d'organes? Je pense que, comme toujours, la pluridisciplinarité bénéficie aux patients. Et après, pour l'instant, on a des machines où on observe ce qui se passe. On ne sait même pas si, par exemple, le débat sur les reins entre la WAVES qui est pulsatile, l'ORS qui est plutôt un flux laminaire, sur les conservations hépatiques dynamiques, on met combien de débit dans la porte, combien de débit dans l'artère. Enfin, on ne sait pas. En fait, là, il y a des réglages, on ne sait pas. Donc, répondre à cette question, c'est difficile. Je pense qu'il faut y réfléchir ensemble, parce qu'on a chacun notre approche, et c'est ça qui sera au bénéfice final on donne des bons organes qui marchent bien une fois qu'ils sont greffés. Après, qui fait quoi? Je pense que ça se fera tout seul. C'est-à-dire que c'est l'évolution des connaissances, l'évolution de la recherche là-dessus, qui va faire qu'on va arriver à savoir est-ce que ça va suffire d'avoir des protocoles écrits avec une infirmière qui surveille et un appel à un ami s'il y a besoin, ou est-ce qu'il va falloir de la réanimation active avec 3 internes, un néphro, un ASTRA et puis qui sont autour du rein pour vérifier ce qui se passe, quoi. Tu vas te faire excommunier de poser des questions comme ça. On est en France, la réanimation, elle est gérée par les réanimateurs qui viennent de l'anesthésie ou de la médecine intensive. C'est les réanimateurs qui gèrent la réa. Le contre-modèle, c'est les États-Unis. Et quand il y a des études internationales qui sont réalisées sur d'autres sujets,
en réanimation. La mortalité aux États-Unis à IGS2 comparable, elle est moins bonne que chez nous. C'est clairement parce que c'est un métier, la réanimation, et c'est aux réanimateurs de faire ce job-là. Enfin, moi, je suis peut-être dogmatique là-dessus, alors que je suis anti-dogme, mais jusqu'à preuve du contraire, l'AREA en France sera faite par les réanimateurs en prenant conseil auprès des spécialistes d'organes, mais il n'est pas arrivé le moment où on va nous mettre en dehors des réanimations, pour que ce soit les pneumologues qui viennent régler les ventilateurs. Et j'aime beaucoup les chirurgiens thoraciques, mais c'est pas à eux de me dire comment je dois ventiler un donneur. Je peux me permettre. C'était justement pour lancer. C'est là, je t'en profite parce qu'ils sont pas là. Hein. Oui, bah, toujours là, ça. Julien. Totalement discutable. On est sur les organes. Il y a une question à gauche là. Parce que c'est plus de la réanimation bien souvent. Il faudrait un micro. Ma question, et puis je pense que c'est aussi une partie de la question, c'est pas le donneur. Le donneur en tant que tel, effectivement, il est en réanimation. Mais l'organe, si on arrive sur des machines juste, comme vous disiez, la chambre de réa avec un foie au milieu, qui s'occupe de ce foie en fait? Alors là, il y a un vrai sujet pour la SFT Junior, là. Avec un nouveau métier qui serait, bien sûr, laboratoire de perfusion et réanimateur, mais d'organes. D'organes, oui. Réanimateur d'organes ex vivo. Alors, quand on a commencé à perfuser les reins, nous, c'est juillet 2006, la première. On a dû se poser la question dans les années 2010, quand ça s'est un peu diffusé, et notamment pour le rein, et notamment en Ile-de-France. Est-ce qu'on ne fait pas un laboratoire commun on mettrait un endroit, l'ABM serait propriétaire des machines, et puis il y aurait des techniciens qui perfuseraient les reins. Quand on a fait les comptes en termes de coûts humains, salaires et autres, tout le monde a disparu, ils sont où? Et donc c'était juste hors de question de faire ça. Et donc on continue à perfuser les reins dans nos cuisines, parce que c'est pas très compliqué. Et les premiers reins, d'ailleurs, on est parti de Surgères sur la côte, tu vois, parce qu'on était dîné très sympa dans les premiers reins, c'était comme ça dans la machine. Enfin, c'est une cuisine américaine. Et vraiment dans la cuisine, ouais. Cuisine américaine. Ah. Bon, et puis ça reste comme ça pour le moment. Maintenant, si ça doit se sophistiquer, avec des moyens beaucoup plus compliqués, à la fois diagnostic et d'intervention, on peut vraiment se demander s'il n'y a pas des nouveaux métiers qui vont se créer. Mais ça va coûter du blé. Hein. Donc il faut, pour ça, qu'on apporte des preuves d'efficacité qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc je sais qu'à droite et à gauche, on est tous en train de rêver, nous y compris, de créer ces laboratoires de perfusion. Le fond de ma pensée aujourd'hui, c'est que c'est trop tôt. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est trop basique. C'est-à-dire que le bénéfice, il est évident. On ne me demande pas qu'il faut... Je suis un convaincu de la perfusion, mais tant que tu fais ça à 4 degrés sur des reins comme ça, c'est pas si sophistiqué pour justifier l'investissement. Si maintenant on passe dans la normothermie et qu'on a des... Alors vous avez vu le papier de Peter Friend sur le foie, bon, il y a des avantages. Enfin, en termes de survie, c'est pas encore éclatant, quoi. Donc, pour arriver à justifier des investissements qui seraient très importants, il va falloir qu'on amène du biscuit. Donc, ça veut dire que les jeunes, si vous voulez faire des masters et des thèses dans le domaine d'ischémie et perfusion, vous m'avez venir avec mes gros sabots, vous pouvez y aller parce que là, il y a du boulot. Mais c'est des vraies questions qui vont se poser, bien sûr. Aussi un peu à ça. Pour l'instant, même en cas de donneur à critères élargis, le receveur, il n'a pas les détails des conditions dans lesquelles a été réanimé son organe. Si on pousse la réanimation, l'optimisation à, par exemple, parfois on a des poumons qui ont des P sur F qui sont vraiment catastrophiques au début, on récupère un poumon qui est extraordinaire à la fin. Est-ce que ça fait partie des droits du receveur de savoir d'où on part? Est-ce qu'il y a plus de risques? Même si les études maintenant montrent qu'effectivement, à long terme, il n'y a pas de vraie différence, que les effets chez le donneur, le receveur sont les mêmes, même qualité, tout ça. Mais on part quand même sur des critères, enfin des poumons, des organes qui sont très précaires. Alors moi, je vais te faire une réponse paternaliste et de latin, et pas d'anglo-saxon. Je veux dire, arrêtons de détailler. Les malades, de toute façon, sont absolument incapables de juger. Et ma réponse, c'est la confiance et la relation humaine que tu établis avec ton receveur. Le reste, c'est des conneries. Et donc, et quand je te disais tout à l'heure que le fait de les avoir informés qu'on a utilisé Mode de Life, on avait fait venir une sur la liste, c'est vraiment ça. Ils nous font confiance. Et finalement, c'est la base de la relation de notre métier de médecin. Et donc, tu vas pas aller leur expliquer, leur faire un cours d'ischémie-perfusion, de regarder ce qu'on a fait, la FiO2, machin, le truc bidule. Et en fait, même si tu fais ça avec la volonté d'être totalement transparente, je pense que tu les tortures. Et donc, je pense qu'il ne faut pas le faire. Donc en fait, ils ont choisi ton centre, ils te font confiance, et ils ne peuvent pas imaginer que tu ne fasses pas le mieux que tu saches faire pour eux. Et pareil, sur les critères de greffons qu'on va leur proposer,
Quand je les vois en pré-greffe, moi, on détermine ensemble des critères d'acceptation. Et quand j'ai un patient de 71 ans, je lui dis groupe O avec un TJ à 37, un taux de greffon incompatible à 40%. Ben, je lui explique que peut-être qu'on n'aura jamais le greffon dans la fenêtre de tir et que peut-être un jour je le retirerai de la liste avant qu'il ait été greffé. Et que, en fonction des critères d'acceptation, plus on va être exigeant et moins on aura de greffons. Où est-ce qu'on met la barre ensemble? Et j'ai écrit ça sur notre base de données. Toutes les équipes de garde l'ont. Et au moment de la greffe, nous, on va prendre la décision pour lui et on ne va pas aller le torturer à 2 h du matin en disant il y a ci, il y a ça, parce que je pense que c'est une torture. Et donc, en fait, bien sûr qu'on va faire le mieux pour eux. Les détails techniques, ils ne sont pas capables de les absorber. Donc, arrêtons de penser qu'au motif de la transparence, on a le droit de torturer nos patients. Tu vois, c'est très paternaliste. Hein. Mais volontairement, puis je ne suis pas prêt de changer d'avis. C'est bientôt Noël. Merci. Par contre, ce que je dirais, c'est que quand la conservation va se complexifier, quand on va passer du bocal à 4 degrés à des choses... Il y aura des comptes rendus de cette conservation. Parce qu'actuellement, on sait juste la solution de conservation. On a des données sur les résistances de la machine qui sont conservées normalement. Mais on n'a pas de compte rendu aussi formel que très détaillé. Quand on va passer on l'a passé à bout de tant de temps, on a pris la décision de passer de l'hypothermie à la subnormothermie, on a rajouté la molécule truc, ça, par contre, pour qu'on puisse raisonner, ne serait-ce que progresser scientifiquement et médicalement, il va falloir qu'on ait des comptes rendus de cette conservation plus éloignés de on l'a mis dans un bocal ou avec de l'UW ou on l'a mis sur une machine. Donc, je répondrai à ça à ta question, en disant, je pense que plus ça sera complexe, plus il va falloir qu'on détaille ce qu'on a fait pendant la conservation. Mais pas dans l'idée de dire, effectivement, là je rejoins Benoît, il s'est passé un truc à 2 heures de conservation, est-ce que vous êtes d'accord? Enfin voilà. Oui, mais tu vois, d'abord je ne dirais pas un peu moins bon, et on en discute en amont. On se met d'accord sur des principes généraux, et puis après on roule. D'autres remarques? Il n'y a pas que des néphrologues ou des greffeurs de rein dans l'Assemblée. Il y a probablement une énorme différence en fonction du type de greffon. Quand on fait du foie, notamment, on n'a pas du tout les mêmes exigences. Quand on fait du foie adulte, on n'a pas la même échappatoire qu'on peut avoir sur du rein. Donc, je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis qui font de l'éthique autour de la transplantation, mais il ne faut pas qu'on dérive. D'autres remarques, d'autres questions? C'est vrai que l'heure a avancé, on n'a pas vu le temps passer, hein, qu'on s'amuse. Du coup, on va clore cette session. Merci encore à tous les intervenants et à tout le public d'avoir répondu présent. Et puis, on va pouvoir profiter d'un petit verre pour continuer la discussion. Merci beaucoup.